Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, on est avec Mosley. Mosley, bonjour. Bonjour Dafresh, bonjour tout le monde. Comment tu vas bonjour ce matin? Sanders, ça va très bien. Il y a la fin. Oui. Tu es allé marcher dans la forêt Oui. pour Comme la chaque randonnée. dimanche, oui, pour la randonnée de chaque dimanche et puis pour des questions de santé, hein, bien sûr, c'est juste le maintien. Hein. Nous, on ne fait plus de compétition, on ne fait pas de compétition. Donc, du coup, avec ma team, on est allé une nouvelle fois marcher d'ailleurs. Mais la Cour des comptes a fait un communiqué dans l'Union pour demander aux gars des campagnes de venir justifier les dépenses. Oui. C'est normal. Oui. C'est normal parce que la nouvelle organisation électorale, du moins la nouvelle structure de la loi électorale, impose désormais aux partis politiques et aux personnalités de pouvoir justifier du moins leur compte de campagne. Voilà. Mais est-ce que l'État leur a donné l'argent pour faire la campagne? Bon, c'est là où on est un peu divisé parce qu'il y a eu une polémique qui est née la semaine dernière. Il faut savoir que ça fait à peu près un mois que la Cour des comptes a demandé aux candidats de pouvoir aller, ils avaient jusqu'au 25 juin, de pouvoir aller, on va dire, faire vérifier leur compte de campagne et donc déposer leur bilan financier. Sauf qu'il y a certains quand même qui ont dit qu'ils n'étaient pas prêts. Je ne sais pas de ce qu'il en est aujourd'hui, de la suite qu'il y aura à donner. Mais ce qui est sûr, c'est que dans leur communication où ils rappelaient ce devoir des candidats à la dernière élection présidentielle de pouvoir aller justifier leur compte de campagne auprès de la Cour des comptes, eh ben, ils indiquaient qu'il n'y avait qu'un seul de tous ceux qui ont participé à cette élection qui avait déjà fait cette démarche, notamment Brice Koté Oligingema. Alors, il se trouve que le numéro 2 à la suite de ces élections, Alain Kolobilinzi, a fait une communication dans laquelle il a indiqué qu'il n'entend pas justifier ses comptes de campagne, ou du moins aller... Il a dit mes comptes de campagne existent, mais je ne peux les déposer auprès d'une institution dont je conteste la compétence dans ce domaine. Première chose... C'est dans l'Union à la page 3. Oui, première chose. La deuxième chose, c'est qu'il estime qu'il a fait campagne sur la base des fonds privés. Et de ces fonds privés, il ne voudrait pas aller se justifier auprès de la Cour des comptes alors que, il n'y a pas bénéficié de fonds publics. Mais est-ce que c'est correct? On en aura de plus en plus d'informations sous peu, mais ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que la norme voudrait qu'on sache exactement quels ont été on va dire, quelle a été votre marge de manœuvre financière durant la campagne, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, les comptes, il y a des budgets, il y a des seuils qui sont autorisés désormais par la loi en ce qui concerne les élections. Vous avez, par exemple, pour le cas des élections législatives, les candidats pourraient, à minima, avoir un budget global de 50 millions et au maximum 100 millions. Vous ne pouvez pas crever ce plafond. Donc, si vous allez au-delà, certainement que vous encourez un certain nombre de sanctions ou encore on dit qu'il peut être des rappels de rappel à l'ordre. Et à partir de cet instant, ça fait qu'on est dans un système qui privilégie le fair play financier en ce qui concerne les élections, parce que vous savez que lorsqu'on va aux élections et que déjà on a fait augmenter le montant de la caution, et que ce montant de la caution plus le financement que vous devez avoir pour aller auprès des électeurs, pour mener à bien votre campagne, eh bien, on ne devrait pas ressentir un certain déséquilibre entre les candidats. Parce que ce qui cause souvent problème lors des élections, c'est qu'on a souvent tendance à avoir dans la campagne certains qui ont tout le potentiel pour se déployer. Il y a d'autres qui n'en ont pas. Alors, à partir de cet instant, c'est vrai que vous ne pourrez pas être tous logés à la même enseigne, mais au moins, à la fin du match, il faudrait bien qu'on sache combien vous avez dépensé. Ça garantit plus ou moins de la transparence en ce qui concerne la gestion de votre compte électoral, mais aussi ça peut permettre de retracer les origines des fonds dont vous avez bénéficié pour mener votre campagne. Et vous savez qu'en ce moment de par le monde, la grande question aujourd'hui concerne
le financement des partis politiques. Que ça soit aux États-Unis, que ça soit en France, que ça soit en Chine, peu importe. Mais ce qui est évident, c'est que on a besoin de savoir qui vous finance. Et à partir de là, on peut trouver des organisations de la société civile qui peuvent être vos partenaires et qui vous accompagnent dans une élection. Il peut s'agir des entreprises. Il peut aussi s'agir des entreprises pas très recommandables. Et une entreprise pas très recommandable. Mais tu sais de quoi on parle. Ça peut être des cartels de drogue, de la mafia, ça peut être... Il y a ça au Gabon. On peut ne pas avoir sur le plan institutionnel ces organisations, mais il existe des mouvements de trafic dans notre pays. Sinon, on n'aurait pas démantelé tous les trafiquants de drogue depuis pratiquement 2 ans ou bien avant qu'on connaît au niveau de notre pays. C'est parce qu'il y a des réseaux et ces réseaux-là peuvent facilement corrompre un individu, du moins peuvent financer la campagne électorale d'un individu qui, par après, pourrait leur donner le change. Donc, à partir de cet instant, il n'y a pas que la question de d'où viennent quand je dis d'où viennent, que vous auriez reçu de l'argent public ou pas, ou que vous ayez reçu l'argent des entreprises ou pas, mais il y a la question non seulement d'abord de l'éthique, en ce qui concerne la probité, la capacité à pouvoir justifier vos comptes de campagne, être capable de dire j'ai reçu 100 francs de X ou Y, j'ai reçu 100 francs et j'ai dépensé 75 francs ou 200 francs. Cela peut aussi traduire l'idée que vous pourriez être un bon gestionnaire en ce qui concerne les deniers publics dont vous aurez la charge si vous êtes élu par les populations. Donc à partir de cet instant, je pense que la décision de la Cour constitutionnelle d'amener ou de convier, j'ai pas envie de dire de contraindre, mais d'amener les candidats aux différentes élections à justifier leur compte de campagne, elle est importante. Maintenant, quelles sont les sanctions encourues? Est-ce que derrière, on peut frapper d'éligibilité? Est-ce qu'on peut exclure quelqu'un du jeu politique? Est-ce que tout ça, ça rentre du domaine de la loi? Mais ce qui est sûr aujourd'hui, c'est une responsabilité qui engage les différents candidats aux différentes élections. Il n'y a pas que la présidentielle. Ceux qui vont aller au mois de septembre et octobre aux élections législatives auront la même exigence. Ceux qui iront pour la même période, en ce qui concerne les élections locales, auront la même exigence. Les sénatoriales, ils auront la même exigence parce que l'ambition, c'est d'avoir une meilleure lecture du potentiel en termes financiers qui a été dégagé, mais également de crédibiliser votre gestion ou votre manière de gérer les finances qu'on met à votre disposition pour une élection. Donc, c'est autant de choses qu'on peut dénoter, mais bon, après, on verra ce qui va s'en suivre de petits combats qu'il va y avoir entre Alain Koulibitebidze et la Cour des comptes. Est-ce qu'il finira par satisfaire aux exigences de la Cour? On verra, mais comme tu l'as si bien cité, il a dit qu'il n'entend pas déposer ses comptes de campagne. On verra la suite. D'accord. Dans l'Union, à la page 7, il y a Vanda Gagné. Moi, j'ai participé à la marche. Ah, tu as participé à la marche? Bien sûr, j'ai été invité par la communauté. Ah, d'accord. C'était bien? Est-ce que c'était une affaire de bien ou pas bien? Tu as aimé? Est-ce que c'était une affaire d'aimer? Tu étais pieds nus? Bien sûr. Il fallait respecter tous les principes. Le soleil ne frappait très fort? Il y avait trop de soleil. Et le goudron était chaud. OK. Alors, le président, il a fait une sortie. Bon, pas une sortie, mais il a regardé la marche, mais lui aussi, il a respecté les principes de la marche. Donc, être vêtu de blanc et sans chaussures au portail de la présidence de la République lors du passage de la communauté Mpongwe qui a initié cette marche. Et l'Union dit que le chef d'État est en symbiose spirituelle avec les marcheurs au niveau du palais présidentiel. Bon, l'Union ne peut pas dire autre chose. L'Union ne peut pas dire autre chose. C'est nécessairement un acte fort. Oui. Dans la mesure où on voit le chef de l'État qui ouvre les portes du palais et respecte debout. C'est vrai qu'il était seul, mais respecte au moins le passage de cette procession. Il faut déjà rappeler que la procession des Vanda Gagné, c'est une procession qui a pour vocation non seulement d'avoir un caractère sacré, mais qui a pour vocation de demander pardon. C'est la pénitence, c'est la façon que les Ongwemienais ou encore les Mpongwe ont trouvé pour pouvoir demander
à leurs ancêtres, de leur pardonner les transgressions qu'ils auraient pu commettre, que ça soit de manière consciente ou inconsciente, comme on dit souvent à l'église, par action et par omission. Donc, voilà. Donc, par action et par omission. Oui, par action et par omission. Par action, parce que tu peux poser un acte concret, ou tu peux être dans une situation où tu ne réalises pas ce que tu fais. Donc, à partir de cet instant, c'est cette marche-là qui a été organisée et qui est normalement un processus qui tient de plusieurs étapes. En amont, c'est d'abord le chef de la communauté qu'ils appellent Oga ou Oka, je pense, voilà, qui va rencontrer ceux qu'on appelle les oracles. Et ces oracles-là lui donnent l'état de la communauté sur le plan spirituel ou cosmique. Et à partir de cet instant, il décide de convoquer cette marche-là. Alors, de ce que j'ai pu apprendre et de ce que j'ai entendu, il y a 25 ans que ça s'est passé. C'est vrai que je me rappelle lorsque je faisais des recherches sur l'OBT, je voyais des clichés dans ce sens-là, mais sans savoir éventuellement de quoi il était question. La dernière marche est faite en juillet 2000, année 2000. Il y a 25 ans. Voilà, il y a 25 ans. Et c'était l'objectif, comme je l'ai dit, c'est vraiment de pouvoir permettre à ce qu'il y ait une osmose entre les ascendants et les descendants. Donc, permettre à ce que les vivants fléchissent les genoux. C'est vrai qu'ici, ce n'est pas nécessairement le genou qui est fléchi, mais c'est la main qui est sur la joue gauche. La joue gauche étant évidemment le lien avec la mère étant ici le sein gauche où se trouve le cœur et qui a vocation à pouvoir représenter la terre. Et à partir de cet instant, on doit marquer un signe de dévotion. Et ce signe de votre dévotion va dans le sens de pouvoir exprimer la profonde, on va dire, désolation par rapport aux fautes commises, par rapport aux erreurs qui ont pu être commises par X ou Y au sein de la communauté, mais surtout de pouvoir rappeler que les ancêtres sont nos protecteurs et qu'en tant que protecteurs, ils ont le droit divin de pouvoir continuer à veiller sur le peuple, sur la communauté et faire en sorte que les péchés qui peuvent être ceux de certains membres soient, on va dire, trouvent des réponses positives et qu'ils ne soient pas condamnés par rapport à ces actes-là. Donc, c'est un besoin de réconciliation entre les vivants et les morts. Et c'est tout le sens de la marche que beaucoup ont pu voir. C'est vrai que dans un premier temps, moi, je peux dire que je l'ai critiqué parce qu'il y a quand même certaines choses aujourd'hui qui n'ont pas été mises en exergue dans le cadre de ce processus. Il faut qu'on s'assume. Si on décide d'organiser une marche comme celle-là, qui a vocation à nous mettre à nu devant nos ancêtres, il faudrait bien qu'on soit dans cet esprit de se mettre à nu au lieu que ça devienne un folklore. Je pense... Lorsque j'ai posé des questions hier, les gens m'ont dit, en réalité, cette marche, lorsqu'elle s'effectue, ou lorsqu'elle s'effectue de par le passé, c'est une marche où les femmes, en grande majorité, et les hommes, n'avaient qu'un habit pour protéger les parties en deçà du ventre. Mais tout le haut est exposé. Et on se couvrait d'une poudre blanche. Bon, ce n'est plus le cas. Les gens vont dire par pudeur, par ceci. Mais je pense que si on a autorisé une telle marche en République gabonaise, c'est qu'on est prêt à accepter l'ensemble des rituels autour de cette marche pour permettre à ce qu'il y ait une véritable communion. Parce que lorsqu'on parle des ancêtres, moi j'ai pu entendre qu'il y a eu des arrêts sur un certain nombre de sites, notamment la tombe du roi Louis, la tombe du roi Kouaben. Si on a vocation à aller demander pardon auprès de ces personnes qui sont restées dans la postérité comme ayant été des personnages éminents, il faut être dans les artifices qui concourent à une meilleure expression de ce qu'on veut faire transparaître. Bon, ce n'était pas un groove non plus, puisque j'ai pu voir que les gens avaient un air assez sérieux. Tout à fait, c'était vraiment silencieux. Même au niveau du passage devant la présidente de la République,
quand on sait comment les populations gabonaises sont très portées par la politique, au moment de l'ouverture du portage, je n'ai pas vu l'expression qu'on peut souvent souligner, genre le fanatisme qu'on exprime souvent vis-à-vis du chef de l'État ou d'un responsable politique chez nous. Les gens sont passés tranquillement avec la tête d'un certain nombre de chefs. Et on voit bien qu'aujourd'hui, il y a peut-être un besoin de renaissance, un besoin de renaissance culturelle, mais il faut le faire bien et il faut le faire avec les artifices d'antan. Et c'est ce qui permet aux uns et aux autres de prendre conscience de la profondeur de ce qui est mis en place. Et surtout que cette marche s'est passée à un moment important parce qu'il faut savoir que le ministère par exemple, du Tourisme est actuellement en train de s'organiser pour lancer la saison. Donc, ça peut être une cérémonie qui ne va pas peut-être s'ouvrir chaque année, qui ne peut pas être célébrée chaque année, ou bien ce n'est pas une marche qu'on doit organiser chaque année, mais il faudrait, quand on l'organise, qu'elle soit véritablement du moins en relation avec peut-être l'agenda national en ce qui concerne l'ouverture de la saison touristique. Et ça va donner peut-être une meilleure implication des autres communautés, parce que là, c'est vrai, on peut dire que c'était exclusif. Or, nous sommes dans une république. C'est vrai qu'il faut inviter des gens. Ça ne suffit pas. Beaucoup de gens n'ont pas compris hier pourquoi on a ouvert le boulevard de la nation ou de l'indépendance à une communauté, alors qu'il y a d'autres qui ont souvent sollicité et n'en ont pas bénéficié. C'est vrai qu'on va donner l'argument de l'autochtonie, mais ça ne tient plus aujourd'hui en République. Mais il faut qu'on ouvre. Il faut que ça soit quelque chose qui soit de nature à pouvoir rassembler un maximum de Gabonais sans que... Il faut que les gens voient, qu'ils posent les questions et qu'ils comprennent pourquoi on fait ça. Exactement. Exactement. Et c'est tout. Il faut que les gens comprennent. Il faut que les gens comprennent. Parce que si tu regardes bien, par la suite, il y a eu une dérision. On a tourné l'événement en dérision sur les réseaux sociaux. J'ai fait exprès, moi, par exemple, de récupérer 2 photos de cette situation. Il y a eu la neige à la cité au rond-point de la démocratie, de la neige à la gare routière. Mais l'objectif, c'était de marquer le fait que tout Libreville était, du moins les gens dans Libreville étaient habillés en blanc. Donc, il faut un tout petit peu que la communauté, au-delà du caractère sacré qui peut être autour, qu'ils expliquent clairement à ceux qui viennent le bien fondé de cette marche, mais qu'on soit aussi dans les règles de l'art pour qu'au moment où on célèbre cela, ça se fasse avec la plus grande rigueur spirituelle et tout ce qui tourne autour. Quant à la présence du chef de l'État, du moins du fait qu'il se soit présenté à la grille de la présidente de la République, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Ça rentre peut-être dans la droite ligne de tout ce qu'il a fait jusque-là en ce qui concerne des éléments ou des moments de déférence à la tradition qu'il a pu poser. Parce qu'il vous souviendra que lorsqu'il y a eu le coup d'État, lorsqu'il a prêté serment en tant que président de la transition, il y a eu tout un cérémonial autour des rites gabonais, notamment par les populations autochtones ou les peuples premiers du Gabon, qu'on appelle aussi les Pygmées. Et par la suite, lorsqu'il y a eu son investiture, on a pu voir Junior Dondong organiser tout un cérémonial aussi pour lui transmettre les volontés des rites et traditions du Gabon. Et là, on voit cet Evandega-Gagné 2025. On se rend bien compte qu'il y a comme une émulation qui ne dit pas son nom. Maintenant, il faudrait que l'État, peut-être, s'engage dans un processus allant dans le sens d'une meilleure structuration de toutes les communautés de notre pays et de permettre à ce qu'il y ait une véritable valorisation des rites et traditions de notre pays et permettre à ce que les jeunes, nous, parce qu'on n'est pas censé connaître toutes les traditions du Gabon, nous soyons au fait des valeurs ancestrales et que nous connaissions, nous faisions corps avec ce qui peut être véhiculé comme message. Et cela passe par la mise en place des organismes qui sont susceptibles de pouvoir gérer ces questions. Et je crois qu'il y a un passé récent, les traditionalistes demandaient à ce qui est la création d'un haut commissariat aux rites et traditions. Ça peut être une solution pour permettre à ce qu'il y ait des agendas qui soient préparés, qui soient
correctement mises en œuvre et qui permettent à ce que l'ensemble des Gabonais se retrouvent dans les différentes célébrations qui peuvent être celles des Ngwemiene, celles des Rungu, des Masango, des Fan, des Ndzebi, des Ambama et j'en passe. Donc c'est autant de situations. C'est qui que tu appelles Ambama? Obamba. Ah. Pourquoi tu les appelles comme Non, le vrai nom c'est Ambama. C'est comme tu vas dire Bateke, c'est pas Teke, c'est Atege. Donc autant de... tu as lu ça? Non, c'est le nom originel. Après, on a francisé. Donc, c'est autant d'éléments qui sont là, à la disposition de l'État. Il faut maintenant qu'au-delà de la simple observation ou la simple expression de la déférence ou du respect des communautés, il faut qu'on crée les cadres institutionnels qui permettent d'organiser ces communautés-là et de donner suffisamment de valeur à nos rites et traditions. C'est aussi peut-être par là qu'on peut arriver à mieux les conserver, à mieux les faire véhiculer ou faire circuler autour de nous, mais également pour les prochaines générations. Donc, je pense que c'était un acte symbolique, mais cet acte, on doit aller au-delà de cet acte symbolique et créer un environnement propice à l'émergence de la valorisation de ces rites et traditions. Merci Mosley avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.